BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Bienvenue sur le toit du Mucem, ici à Marseille. À l'occasion de l'événement C'est la Tech Bébé qui était organisé par BFM Business et BFM Marseille. Très heureux de plonger dans l'innovation marseillaise. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech Co, eh bien, on va parler des câbles sous-marins, vous savez, qui permettent d'avoir de l'Internet un peu partout dans le monde. Il faut savoir que Marseille est l'un des hubs principaux. On en parlera avec nos invités, Stéphane Soto et Kevin Polizzi. On parlera d'espace aussi, avec Laurent Marfisi, le patron d'une boîte qui est géniale, qui s'appelle Unistellar, qui fait en fait des télescopes bourrés de technologie, sera avec nous sur le plateau. Autre sujet lié à l'espace, c'est Spartan Space, qui veut fabriquer en fait des habitations qui pourraient aller sur la Lune. C'est passionnant. Et puis on parlera aussi d'identité numérique avec nos invités et même de santé numérique. Donc merci d'être avec nous. Tech Co, la quotidienne depuis Marseille au Mucem. Tech Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, et pour débuter ce Tech Co, la quotidienne, je suis très heureux d'accueillir Martine Vassal. Bonjour madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et merci surtout de nous accueillir dans ce lieu incroyable qui est le Mucem, sur le rooftop du Mucem. Merci, on est très heureux d'être ici à Marseille. Alors, ici c'est un endroit merveilleux. Vous voyez, l'avantage c'est quand il fait très chaud, il se met un petit peu à pleuvoir, donc ça rafraîchit. Merci d'avoir prévu justement ce nuage qui nous rafraîchit. Oui, parce qu'il faisait un petit peu trop chaud, on avait un peu trop chaud, donc là vous voyez on est en train de se rafraîchir avec la pluie. C'est la particularité de Marseille, toujours surprenante. Mais en tout cas, merci d'avoir choisi notre cité, notre métropole pour faire votre émission, parce que effectivement, on met beaucoup en avant l'innovation et dans ce site en plus qui est absolument merveilleux. Donc, j'espère que ça va motiver encore plus de start-upers de venir s'installer ici sur notre territoire et aussi d'autres entreprises pour les accompagner. Vous êtes en opération charme, séduction justement auprès des entrepreneurs qui travaillent dans la tech et l'innovation. C'est un peu le rôle de la métropole d'être sur l'opération Charme. Donc pourquoi ? Parce que d'abord c'est une métropole qui est jeune. Elle est née en 2016. Donc 2016 pour une institution c'est hier. Et donc nous avons décidé dans les 6 filières d'excellence que nous avons, de pousser les entreprises, notamment les startups, pour pouvoir les aider sur leur implantation et surtout sur leur développement, parce qu'on connaît. Souvent, on a des bonnes idées, mais derrière, après, il faut les mettre en musique, il faut les transformer, il faut les financer, il faut les accompagner. Et donc, c'est ce que nous faisons régulièrement, puisque c'est plus de 1200 entreprises que nous accompagnons régulièrement chaque année. Nous avons sur le territoire 400 entreprises, nous avons 3 pôles technologiques avec différentes compétences, que ce soit sur la recherche, sur la santé, sur le numérique. Et nous avons été capitale de l'innovation, ce qui nous a donné un boost et une reconnaissance de l'écosystème aussi. Martine Vassal, on fantasmait un moment Marseille et la région comme étant la Silicon Valley européenne. On a un cadre de vie exceptionnel ici, c'est clair. On a les infrastructures. Qu'est-ce qui manque, à votre avis ? Alors moi, je dirais qu'on est mieux que la Silicon Valley. Parce que ici, il manque toujours quelque chose quelque part. Non, mais on n'arrive jamais à avoir un endroit idoine. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de continuer notre développement. Aujourd'hui, dans le cadre de l'innovation, vous l'avez dit, le cadre est magnifique, le temps est aussi agréable. Toute la politique culturelle sportive qu'on a mis en place fonctionne, attire des entreprises. Nous, il nous faut essentiellement 2 choses aujourd'hui, à la fois du foncier, et on y travaille, et aussi de la mobilité. Et ça aussi, on y travaille de manière très forte, parce que dans ce territoire, on avait 50 ans de retard, il faut bien le reconnaître, sur cette thématique. Et là, dans quelques années, il va y avoir une véritable révolution complète des transports. Elle a commencé maintenant, où on va être sur la ville du quart d'heure. Donc l'avantage d'avoir été très en retard pendant de nombreuses années, c'est que maintenant, avec les investissements que nous avons faits, avec les politiques que nous avons mis en place, eh bien, nous allons être en avance. Donc effectivement, ici, cette métropole, elle est dans un endroit magique dans la Méditerranée. Elle est face à un continent qui est en plein développement. Elle est la porte de sortie de l'Europe et la porte d'entrée de l'Afrique. Oui, c'est vrai que c'est un peu le carrefour de l'Europe finalement et de la Méditerranée. Et quand on prend un peu de recul par rapport au contexte géopolitique et notamment les États-Unis, où ça devient un petit peu
compliqué. Est-ce que vous pouvez être en opération aussi charme pour peut-être faire venir des développeurs, des informaticiens qui sont par exemple aux US et qui auraient peut-être envie de changer de vie et se retrouver ici en France, pourquoi pas? C'est le cas. Ça fait partie d'une stratégie que vous mettez en place? C'est le cas et c'est ce qui se passe en ce moment. On a plus d'une centaine de chercheurs qui ont souhaité venir s'installer ici sur le territoire. Et qui étaient aux US avant ou un peu partout dans le monde? Qui étaient aux US avant et qui ont souhaité partir des États-Unis. Et donc on a beaucoup de chance aussi parce qu'on a une université qui est extrêmement dynamique et qui a fait cette fusion Aix et Marseille des deux universités en son temps et qui aujourd'hui, on est de main dans la main ensemble pour justement permettre l'arrivée de ces chercheurs dans les différents domaines qui correspondent à toutes nos filières d'excellence. Donc oui, effectivement, nous avons une attractivité qui est importante et puis aussi la ville-centre, elle s'est transformée dans les 20 dernières années de manière considérable et des événements importants nous ont permis de nous transformer parce qu'il a fallu accueillir des Coupes du Monde de football, de rugby, des Jeux Olympiques. Nous avons été capitale européenne de la culture, d'où la création de ce MUSEM. Donc il y a vraiment une mutation sur ce territoire où on a mis en avant nos atouts. Alors on fait pas toujours tout bien, on a encore des progrès à faire. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des politiques qui soient engagées et qui aient une vision comme nous avons nous à la métropole. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux marketer tout ça et le faire savoir mieux communiquer sur le fait que Marseille s'est transformée et qu'elle est prête à accueillir, on va dire, les pépites de demain finalement? Alors, on le fait régulièrement. Là, EY nous classe deuxième dans l'accueil des startups. On a eu Capital de l'innovation, mais on va être encore plus performant puisque nous avons décidé de fusionner notre agence d'attractivité qui est One Provence et notre agence de promotion qui est Provence Promotion. L'agence d'attractivité, elle leur fait de la publicité. L'agence de promotion, elle va chercher les entreprises. Donc, nous avons décidé d'en faire qu'une, One Provence Promotion, afin justement d'avoir un guichet unique parce que l'entrepreneur, quelle que soit sa taille, lorsqu'il arrive sur un territoire, il a besoin de rentrer par une seule porte. Surtout quand il vient de l'étranger, parce que les réglementations sont compliquées, difficiles, et donc c'est très important de pouvoir avoir un seul interlocuteur. Donc c'est ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui. Comme je vous le disais, vous savez, oui, effectivement, on peut toujours plus communiquer, c'est ce que nous faisons, mais l'institution, elle est jeune. Elle n'existe que depuis 2016. Il a fallu la structurer, et moi j'ai l'honneur de la présider depuis 2018, il a fallu faire avec l'ensemble de ces territoires qu'il a composés, faire une unité. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur des bons rails et on veut continuer. Martine Vassal, dernière question. Depuis toujours, depuis tout temps, Marseille est réputée pour l'excellence de sa recherche dans le domaine médical. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une accélération justement de la tech, de l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. On ne va pas rater le coche, c'est-à-dire que là encore, toutes les institutions sont prêtes à embrasser cette IA qui inonde en fait tous les secteurs, et notamment le secteur médical. Alors, il ne faut pas que l'IA fasse peur. Il faut qu'on apprenne à s'en servir. Et donc ici, sur ce territoire, on a énormément de chance parce qu'on a beaucoup de professeurs de médecine qui ont fait des avancées considérables dans tous les domaines, que ce soit la cardiologie, que ce soit le cancer, que ce soit l'immunologie. Donc c'est vraiment un endroit où on a vraiment basé et on s'est focalisé sur aussi la recherche avec le biocluster qui va sortir de terre, avec l'Umini qui fait de la recherche et qui font des choses absolument fantastiques dans le monde entier. Donc là aussi, on fait en sorte de se faire connaître sur ça, mais on est internationalement connu. L'avantage de notre territoire, c'est que nous avons à la fois des hôpitaux qui sont très performants avec un personnel soignant remarquable, privé et public. Et donc, nous travaillons de concert. Et puis surtout, nous sommes un territoire où c'est la première fois que des collectivités investissent autant pour des bâtiments, notamment publics. Et la ministre Vautrin le disait la dernière fois quand elle est venue. Là, on est en train de lancer un pôle femmes, parents, enfants à la Timone, parce que justement, on participe financièrement. Vous savez, il n'y a pas de secret. L'argent est le nerf de la guerre, très souvent. Et donc là, on a en plus de la recherche appliquée. Nous avons été sélectionnés dans le dernier biocluster. Donc vraiment là-dessus, on est vraiment un endroit où la recherche et la santé est une d'ailleurs de nos filières d'excellence, une de nos 6 filières d'excellence.
Merci beaucoup. Merci à vous. Vassal, d'être passé par Tech & Co sur BFM Business. Merci. À bientôt. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, et pour poursuivre justement sur cet écosystème marseillais dynamique, je reçois 2 personnalités de cette région. Stéphane Soto est avec nous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir François. Vous êtes le président et directeur général de The Camp et à vos côtés Kevin Polizzi. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Kevin Polizzi qui est président du groupe Unitel, l'une des personnalités de la tech ici à Marseille et dans la région. Kevin, peut-être commencer par toi. Alors je te tutoie parce qu'on se connaît depuis pas mal d'années. Un mot sur Unitel, donc tu en es le patron. Qu'est-ce que c'est qu'Unitel et comment Unitel s'articule dans cet écosystème de la tech ici de la région ? Alors historiquement, on est un acteur du cloud et du monde des télécommunications, dans le monde des data centers, dans le monde du cloud, qui connaît une vraie accélération en ce moment avec les poussées souverainistes et les grands enjeux liés à la data, à l'IA. Et on a eu cette chance d'investir très tôt dans des technologies comme la 5G privée, comme l'intelligence artificielle. Et on a tout fait ça depuis Marseille. Pourquoi ? Parce que évidemment, on avait une base de data centers, une base de collaborateurs. Et puis on est venu accélérer en ouvrant dans d'autres régions, à Lyon, à Paris, etc. Et on a effectivement maintenant un petit consortium avec différentes activités au cœur d'Unitel Group qui nous permet d'adresser un marché qui est en pleine croissance. On évoquera avec toi notamment tout à l'heure la position stratégique géographique de Marseille au niveau des câbles sous-marins de l'Internet. Et c'est très intéressant de voir la puissance de Marseille dans ce domaine, mais une puissance qui peut, on va dire, s'étioler avec le temps, mais on va en parler dans un instant. Stéphane, peut-être pour débuter, donc président, je le disais, directeur général de The Camp. Avant de parler de The Camp, un mot sur... pour confirmer ou infirmer ce que disait Martine Vassal sur le fait que, voilà, donc il y a cette fertilité de la tech ici dans cette région. Qu'est-ce qui fonctionne, ce dont vous êtes très fiers, et qu'est-ce qui marche moins ici dans la région ? Alors effectivement, l'économie de l'innovation est très fertile et ça ne date pas d'hier. Vous allez en parler en fin d'émission, les câbles opérateurs qui sont en fait l'initiale de toute cette turgescence en matière d'innovation, mais associé à une université qui est quand même la plus grande université francophone du monde, avec plus de 70 000 étudiants, des labos de recherche dans tous les sens, en biotechnologies, en langage naturel, en intelligence artificielle, en IoT. Tous ces éléments-là font que des entreprises se créent ici à partir de gens qui ont appris ici et ont créé cette dynamique. Cela fait désormais 25 ans que ce territoire s'affirme comme un des leaders en Europe dans le domaine de l'innovation, au tout départ simplement technologique et puis désormais d'usage. L'intelligence artificielle est un sujet que nos labos de recherche essaiment depuis pas mal d'années et donc ça a donné tout ce rythme à la Provence qui a su, une fois n'est pas coutume, s'internationaliser d'emblée. Il est vrai que le sujet French Tech dès 2014 nous y a grandement aidé en donnant à cette industrie un highlight quand même assez fort, mais ça nous aura permis d'aller prospecter sur la côte ouest américaine, en Israël, à Londres, à Barcelone, sur toutes les grandes places mondiales de la tech. Vous parliez de Barcelone justement. Est-ce que Barcelone est un concurrent de Marseille dans cet écosystème de la tech ? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de points communs. Ville ouverte sur la Méditerranée, on va dire avec une diversité. Est-ce qu'il y a une espèce de compétition avec Barcelone, sincèrement ? La taille de marché est tellement vaste que parler de compétition entre deux capitales séparées de 2 heures d'avion me paraît... pas 2 heures, hein, excusez-moi, ou alors c'est un petit avion quand même, hein, Marseille-Barcelone. Oui, bon, il faut compter ça à peu près. On a souvent du retard. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Barcelone accueille un gros salon comme le Mobile World Congress, etc. C'est une ville qui est très mature, on va dire, dans sa manière de communiquer sur son excellence. Il n'y a pas un petit manque là-dessus, si on compare ça à Marseille, peut-être Kevin ? Peut-être Barcelone, grâce aux Jeux Olympiques, qui étaient déjà en 92, hein, ça commence à dater, a révolutionné son architecture. Il y a plus de 30 ans quand même. Oui, mais Barcelone a révolutionné son architecture. Oui, c'est vrai que c'est une ville qui a été reconstruite. Avec une vraie volonté d'accueil, de séminaires, d'événementiels, ce que n'a pas fait Marseille jusqu'alors. Marseille est une ville historique, plus de 2600 ans, structurée autour de tout un tas de villages qui sont concentrés les uns les autres. Et effectivement, en termes d'infrastructure, les deux villes ne sont pas comparables. Pour autant, mais c'est un manque, ça, ou pas ?
C'est quelque chose qu'on pourrait souhaiter. C'est un manque. Lorsqu'on a, avec Stéphane, rencontré Gary Shapiro au CES pour proposer un CES Europe-Afrique localisé à Marseille, la première question qu'on nous a posée, c'est le nombre d'avions qui atterrissaient ici chaque jour. Et le nombre d'hôtels et les lieux où on peut accueillir des centaines de milliers de gens. À lancer quelque chose entre l'Europe et l'Afrique, mais malheureusement, les infrastructures n'ont pas suivi. Pour autant, on a une économie notamment qui a été grandement drivée par le pouvoir politique, la Startup Nation, etc., que n'ont pas aujourd'hui les Catalans, que n'ont pas aujourd'hui l'Espagne au sens complet. Et effectivement, plutôt qu'une compétition, je dirais qu'il y a une coopération régionale, notamment autour de l'Euro-Méditerranée qui doit naître. L'Euro-Méditerranée, c'est 1 milliard d'habitants. Et donc, on a des nouvelles choses à réinventer. Oui. Et plutôt qu'effectivement une concurrence régionale, je pense qu'on a vraiment des routes communes à bâtir. Très bien. Stéphane, un mot sur The Camp, dont vous êtes le président et directeur général. The Camp qui a une longue histoire du côté du pays d'Aix, puisque ça a été créé en 2013. Son fondateur a disparu dans des circonstances qui sont dramatiques. Il portait ce projet, donc ça a été compliqué de le réinventer, de le faire renaître. Malgré tout, le projet est arrivé à terme. 2017, The Camp est inauguré, avec des hauts et des bas. Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Les chiffres que vous nous communiquez sont plutôt bons. The Camp a accueilli plus de 120 000 visiteurs, 950 entreprises sont venues, voilà, il y a 791 événements, etc. Mais à quoi ça sert The Camp? Est-ce que on a craqué le concept de The Camp? Est-ce qu'on sait à quoi ça sert? Oui, évidemment. Et il est vrai que ces questions sont posées durant toute sa première partie de vie, de 2017 jusqu'en 2022. Nous avons racheté cette infrastructure incroyable que vous connaissez le 1er juillet 2022, donc voilà 3 ans, et avons consacré les tout premiers jours, les toutes premières semaines à définir un positionnement à The Camp. Positionnement qui n'existait pas. The Camp, au tout début, c'était l'idée de la Smart City, la ville intelligente. Excellente idée, mais qui aujourd'hui n'est qu'une sous-partie de toute la cause environnementale. Donc ça a été notre premier enjeu que de définir un positionnement The Camp, remettre à jour une infrastructure qui ne l'était pas qui n'était pas maintenue depuis 5 ans, relancer, créer une autre image, une image positive. 3 ans de travail. Aujourd'hui, cette année, nous avons le plaisir de l'avoir enfin sur une trajectoire de rentabilité après 2 ans et demi de travail assez acharné. Aujourd'hui, The Camp, son leitmotiv, ce sont les transformations digitales, managériales et évidemment environnementales. The Camp est le centre de référence Sud-Europe pour l'intelligence artificielle. The Camp est une structure qui s'internationalise de plus en plus, même si, en bons provençaux que nous sommes, nous avons à cœur d'accueillir des entreprises locales. Mais c'est une infra qui vit très bien. Alors, une infra absolument incroyable. Les images le montreront, puisque quand on reçoit une organisation privée ou désormais également publique, il faut la faire travailler, il faut la faire dormir, il faut la faire restaurer, il faut l'animer. Et donc, The Camp, ce sont des salles de réunion, des amphithéâtres, des auditoriums, un hôtel de 170 chambres, des infrastructures sportives, festives également. Et c'est aussi une restauration qui est overclockée. Très bien. Donc aujourd'hui, l'avenir de The Camp est assuré. L'idée, c'est que vous deveniez, on va dire, l'acteur de référence on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais je sais qu'il y a d'autres sujets. On parle évidemment, il y a le cloud, tout ce qui est data, etc., etc. L'idée, c'est quoi? C'est de recevoir des entreprises pour les former, en fait, à ces nouvelles technologies. C'est quoi l'idée de The Camp, en fait? Chez The Camp, les entreprises qui viennent peuvent y venir pour plusieurs raisons. La première, et celle que nous poussons, c'est l'ADN de The Camp, ce sont les transformations. C'est-à-dire que nous leur proposons des programmes soit en prêt-à-porter, soit sur mesure, avec des formateurs du meilleur niveau. Ok. Je veux me former dans l'IA, je viens à The Camp pendant 1, 2 jours, 3 jours, enfin voilà. Premier levier, c'est ça. Le deuxième levier, c'est effectivement du réceptif, où quand les entreprises veulent faire du team building, veulent recevoir leurs meilleurs clients, des séminaires, recevoir leurs écosystèmes, puisque c'est un point d'intérêt incroyable, The Camp. C'est à proximité de la gare TGV, de l'aéroport, c'est des facilités d'accès, et donc c'est aussi là pour animer nos écosystèmes. Et donc, évidemment, nativement, les écosystèmes de l'innovation, mais pas que. Le BTP se réunit chez nous, l'industrie se réunit chez nous. Voilà. Et The Camp a été repensé pour ça. Très bien, merci beaucoup Stéphane, vous restez avec nous parce qu'on va maintenant prendre un petit peu de chant.
et s'intéresser à la place qu'a Marseille dans on va dire la pertinence de l'Internet mondial. Parce qu'il faut savoir que Marseille est un port magnifique, sans doute l'un des plus beaux ports de la Méditerranée, et qui accueille, et ça, il y a peu de gens qui le savent finalement, on en parle de temps en temps dans Tech & Co, mais qui est une espèce de hub, de carrefour de l'Internet mondial. Kevin, c'est un sujet que tu connais très bien. Est-ce que tu nous confirmes ça? Marseille est l'un des hubs les plus importants au monde en matière de connexion Internet? Marseille aujourd'hui est factuellement dans le top 10 mondial. On parle souvent de la 6e place qui se challenge avec les grandes places mondiales de l'Internet. On a aujourd'hui, évidemment, grâce à la connexion méditerranéenne, une facilité de raccordement à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et puis par extension à l'Asie. Et donc effectivement, Marseille pour les opérateurs télécoms historiques est une place dans laquelle on vient connecter l'Europe. L'Europe qui a une spécificité, c'est qu'on parle tout un tas de langues différentes, de langues qui ont été diffusées partout dans le monde. Et donc on héberge des contenus en Europe qui sont accessibles du monde entier. Parce qu'on ne se rend pas compte, le fait qu'on appuie sur un bouton, il y a une page qui s'affiche instantanément, les débits qu'on a, etc., etc. Il faut savoir que je crois que c'est 95% ou même un peu plus encore de l'Internet mondial passe par les câbles sous-marins qui relient les continents, forcément, avec des câbles de plus en plus technologiques, des débits de plus en plus importants. Il y a une demande qui s'accroît d'année en année. Je ne sais pas si tu as des chiffres, mais je sais que c'est exponentiel en fait. Pourquoi Marseille est si important là-dedans? Pourquoi beaucoup de ces câbles atterrissent ici? Avec 99% de l'Internet qui traverse les câbles sous-marins. 99, ok. C'est conséquent. Et le reste, c'est le satellite. Le reste, c'est le satellite et les réseaux terrestres. Aujourd'hui, c'est devenu un enjeu totalement géopolitique. On l'a vu récemment, des bateaux qui tentent de couper les câbles, des tentatives d'espionnage sur les câbles. C'est une industrie des eaux profondes qui est en train de remonter à la surface. Et donc avec le développement de la robotique, avec le développement de l'IA, avec la croissance exponentielle des débits, lorsque vous générez une vidéo online sur un outil dans le SaaS, il y a des dizaines de gigaoctets qu'il faut transférer entre des data centers de training, d'inférence, et puis votre poste d'utilisateur. Et donc ce débit Internet mondial, il est aujourd'hui quasiment incontrôlable, puisque lorsqu'on sort des nouvelles infrastructures, lorsqu'on déploie des nouveaux data centers, il faut raccorder, il faut connecter. Et donc, on revient de Lisbonne où a eu lieu le Salon international des câbles sous-marins qui se réunit une fois tous les 4 ans, dans lequel on a vraiment observé cet enjeu géopolitique qui pose question dans une ambiance un petit peu délétère. Et de l'autre côté, des enjeux technologiques, c'est comment on dimensionne le câble qu'on va construire cette année, qui sera installé dans 3 ou 4 ans, avec un nouveau phénomène, puisqu'on voit apparaître des zones de saturation. Notamment, Marseille est en train d'être saturé de câbles. Et donc les câbles se déroutent vers Gênes, vers Barcelone. Ça veut dire, quand tu dis saturé, c'est-à-dire qu'il y a trop de câbles, on n'a pas la structure pour accueillir tous ces câbles? Exactement, en fait les réglementations mondiales font... Mais c'est le point d'atterrissage en fait du câble qui pose problème. Non, c'est les routes maritimes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser les câbles n'importe où, là où il y a des herbiers de Posidonie, là où le sol géologique ne correspond pas, là où effectivement il y a du trafic maritime conséquent. D'accord. Donc en fait, il y a des autoroutes, j'allais dire pas virtuelles, mais en tous les cas qui sont marquées, où tous les câbles doivent passer au même endroit. Alors, ils passent pas pour l'essentiel au même endroit, mais on essaie d'avoir des routes maritimes qui sont consacrées aux spécificités des câbles sous-marins, qui sont armés, qui sont sécurisés. Mais lorsqu'un chalutier passe et arrache le câble, c'est tout le trafic Internet du câble qui va être arrêté pour 48 heures, 72 heures ou plus. Aujourd'hui, on est face à une déferlante de trafic, donc on a besoin de poser de plus en plus de câbles. Pour autant, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de flottes maritimes adaptées. Et c'est tout un écosystème qui est en train de se réinventer avec un impact fort pour la marine française. On a, nous, un des domaines maritimes les plus ouverts, les plus larges du monde. Et c'est un enjeu stratégique pour le pays que d'être présent sur cette thématique des câbles sous-marins. Il y a aussi, en fait, un fait émergent. On constate qu'aujourd'hui, les géants américains font leurs propres câbles. En fait, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, Meta, tirent leurs propres câbles. Il y a tellement de débit qu'ils n'arrivent plus à anticiper les croissances de trafic.
Et donc il y a deux enjeux à ça. Le premier enjeu, c'est qu'historiquement les câbles étaient faits par des consortiums d'opérateurs. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, les gros Orange Internet et toujours d'ailleurs. Orange, avec sa filiale Orange Marine notamment. Il y a un vrai savoir-faire là-dedans d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les géants de l'Internet, YouTube, Google, ChatGPT qui est en croissance absolue, des sites moins connus, on a besoin d'avoir ce débit et aujourd'hui on a du mal à prévoir la croissance de débit puisque l'IA vient perturber tout ça. Oui. Avec un simple prompt de quelques kilooctets, puisque si on prend le texte factuellement il pèse pas grand chose, on va vous renvoyer un fichier de 50 gigas ou de 100 gigas. Cela dit, il y a la voix qui commence à arriver sur les IA génératives et ça prend de la place parce que c'est de l'upload de voix qui prend plus de la place que quelques kilooctets de texte. C'est continu, mais je dirais ce qui a toujours drivé la croissance des réseaux, c'est la vidéo. Et la vidéo, c'est toujours 100 fois, 200 fois, 300 fois la taille de la voix ou des sites internet. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a cet enjeu d'IA générative qui vient perturber un écosystème de data center. On voit que c'est le grand boom. On construit des projets partout autour du monde. Mais il va falloir les innerver, il va falloir les raccorder. Et pour les raccorder, c'est les réseaux de fibre optique. On se dit, ok, Marseille c'est cool. C'est l'une des capitales de ces câbles sous-marins qui se croisent ici. Est-ce que ça apporte de la valeur à Marseille? Ou est-ce que ces câbles, finalement, qui passent, bon ben voilà quoi, ils passent et puis ils repartent finalement. Ça a de la valeur d'être le, comment dirais-je, l'hôte de ces nœuds. La réponse est contrastée. Pendant longtemps, on a été un point de passage subi. Pourquoi? Parce que la ville a été fondée il y a 2600 ans par des commerçants, par des marins. Et cette route maritime, elle est connue, elle est optimisée, elle est optimale. Et c'est ce qui permet de raccorder le reste de l'Europe avec des infrastructures de taille critique. Pour autant, Stéphane le disait très bien, plus grande université francophone au monde, écosystème digital qui se développe très vite. Aujourd'hui, je pense qu'on a compris l'importance et la richesse de ces câbles et on ne peut plus donner nos ressources de matières premières, d'électricité, d'énergie uniquement à ce point de passage. Et donc, on le voit par exemple avec Cesters sur les GPU, on le voit avec des éditeurs logiciels, on a quelques grandes success stories locales. On est vraiment en train de profiter de cette position internationale pour grandir. On a des multiples projets d'installation de data centers qui sont d'ailleurs soutenus par la métropole pour faire de Marseille une place consolidée. Et pas juste une ville qui a profité à un moment de la création de l'Internet, mais qui n'a pas su le pérenniser. Et là, aujourd'hui, notre combat du quotidien, c'est ça. Il faut ouvrir des nouvelles routes maritimes pour désaturer l'arrivée des câbles à Marseille. Et ça, il y a une vraie conscience. Enfin, je ne sais pas qui décide d'ouvrir des nouvelles routes maritimes, mais il y a une vraie conscience sur ce sujet. C'est le millefeuille administratif français dans sa superbe. C'est pas forcément très positif, là, cette réponse. Si, parce que la prise de conscience, elle est collective et que dans ce territoire, les gens ont décidé de s'asseoir autour de la même table pour travailler conjointement. On a aujourd'hui un pouvoir qui s'exerce de manière assez simple. On veut des nouvelles routes maritimes. On veut des data centers, on veut que l'écosystème digital penche vers sa souveraineté et on veut des emplois, des retombées fiscales locales. Et donc ce constat, il est assez partagé. La capacité de création de valeur en France, elle est quand même relativement limitée. On a des grands enjeux industriels, la région est dessus. On a des grands enjeux numériques, nous sommes dessus. On a des enjeux de transformation environnementale, on est dessus. Et donc ça permet ces grandes thématiques de travailler ensemble et d'être efficaces. La 5G, évidemment, est comment dirais-je, la continuité de ces câbles sous-marins. On parle d'une évolution de cette 5G. Est-ce que la 6G va pas arranger tout ça, en fait, finalement, parce que... Alors figurez-vous, François, qu'on vient d'annoncer la première ville de la métropole full raccordée en 5G. C'est la ville d'Istres. L'annonce a eu lieu début juin, puisqu'on en a fait la couverture avec Ericsson, pour simplement commuter le réseau de caméras de vidéoprotection du réseau physique, où il faut faire des trous et où c'est compliqué. On est sur un prix d'acquisition qui est de 20 à 30 000 euros par caméra. Et lorsqu'on bascule en 5G, on est sur un prix d'acquisition qui est inférieur à 5 000 euros. Et donc évidemment, les maires se sont passionnés pour les technologies de réseau 5G privé. Un, parce qu'ils maîtrisent parfaitement la chose financière. Deux, parce que la vidéoprotection est un sujet du quotidien. Et donc on voit ces villes qui sont en train de faire l'acquisition des technologies. La 6G, je pense qu'on en est très loin. On est à peine en train de spécifier.
2030 pour ceux qui auront l'envie d'investir. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'avant ça, on a d'autres contextes. On a énormément d'argent. Cela dit, on disait pareil à l'époque de la 4G vers la 5G. Hein. On avait les mêmes discours. Je crois la 5G, ça arrivera plus tard. Il faut qu'on arrive à trouver des investissements. Et puis finalement, on sent qu'il y a un vent de compétitivité vers l'innovation qui fait que on y va malgré tout. Alors on y va à marche forcée. Les chiffres montrent que le retour sur investissement est quasiment négatif. Le prix des abonnements n'a pas évolué, on n'arrive pas à faire monter l'ARPU. Oui, c'est clair. Et donc tout l'argent qu'on déploie dans la 5G aujourd'hui est un argent investi pour le futur. Et donc, est-ce qu'on se remettra les doigts dans la même porte pour la 6G? C'est pas sûr. On en reparlera en 2030. Merci à tous les deux. Merci Stéphane. Merci, Stéphane Soto, donc président et directeur général de The Camp. Et merci à Kevin Polizzi, président du groupe Unitel. On va poursuivre ce Tech & Co depuis ce lieu incroyable. J'allais dire chaleureux, mais dans tous les sens du terme. Ici, sur la terrasse du Mucem. Tech & Co jusqu'à 21h30, donc depuis Marseille. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne depuis Marseille. Et si vous êtes avec nous à la télé, eh bien voilà, vous appréciez tout comme nous le lieu. On est ici au bord de la mer, sur la terrasse du Mucem. Voilà un musée que je vous invite à découvrir si vous passez dans la région à l'approche des vacances, et notamment visiter cette grotte de Cosquer qui a été complètement reconstituée là, à quelques dizaines de mètres d'ici. C'est une attraction qui plaît à toute la famille. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Voilà. J'accueille maintenant dans Tech & Co la quotidienne, Laurent Marfisi. Bonsoir Laurent. Bonsoir. PDG cofondateur d'Unistellar. Unistellar que on connaît bien puisqu'on vous a régulièrement, notamment à l'occasion du CES de Las Vegas. Oui, on s'est vu début d'année. Vous en profitez, vous profitez de la dynamique de ce salon pour présenter vos nouveautés. Ce qui est intéressant, c'est que Unistellar, basé ici à Marseille, dans la région, vous êtes un acteur de la région, vraiment. Présentez-nous un petit peu déjà en termes de chiffres, de valeurs, de nombre d'employés, ce que représente Unistellar ici. On est un peu moins d'une trentaine d'employés chez Unistellar. Et on a plus de 25 000 utilisateurs dans le monde. Donc pour l'instant, c'est des utilisateurs de nos télescopes intelligents. C'est ce qu'on fait chez Unistellar. On a inventé cette catégorie de produits voués plutôt au grand public, même si on a quelques clients professionnels. Et puis maintenant, on se lance dans un nouveau domaine avec les jumelles intelligentes, toujours dans la même démarche qui est d'instrumenter les gens normaux pour leur permettre d'explorer plus en profondeur et de mieux appréhender, de mieux comprendre, mieux sentir, mieux s'émouvoir de leur environnement, que ce soit le ciel pour les télescopes et les jumelles, et puis avec la nouvelle option qu'on a implémentée sur les jumelles, leur environnement lorsqu'ils sont dans la nature, en randonnée, etc. Voilà, prendre le temps d'apprécier la nature. Oui. C'est ça qui est top. Et alors, évidemment, vous êtes une entreprise hautement technologique, parce qu'un télescope, ça existe depuis la nuit des temps. C'était avant tout un tour de passe-passe optique, on va dire. Mais là, vous rajoutez de la tech, c'est-à-dire qu'on peut connecter ça à des écrans, à des tablettes, etc., etc. Il y a de l'intelligence artificielle. Et comment vous est venue cette idée, en fait, parce que alors vous êtes très humble, mais vous révolutionnez l'exploration spatiale, en quelque sorte, en tout cas l'observation spatiale. Oui, alors on apporte, en fait, on répond à un petit problème qu'avaient les télescopes traditionnels, qui est que tout le monde rêve d'un télescope, tout le monde rêve de regarder dans un télescope, et puis une fois qu'on l'a dans les mains, déjà on ne sait pas trop comment s'en servir. Oui. Et puis quand on a réussi à s'en servir après moultes efforts, on est souvent un peu déçu par ce qu'on voit. Et puis on ne sait pas trop ce qu'on voit. Et au point de même pas reconnaître ce que l'on voit et pas bien voir ce que l'on voit. Et donc on a mis au point un télescope qui résout ces deux problèmes. L'idée vient vraiment de là, d'une expérience d'adolescent qui a eu son télescope et qui a... Quand on a 12-13 ans, on a le temps de bricoler tous les étés pour essayer de s'en servir et arriver à s'en servir, mais on n'a pas toujours ce temps-là ensuite, plus tard dans la vie. Eh bien, c'est d'arriver à procurer un télescope qui va permettre, premièrement, d'explorer le ciel beaucoup plus facilement, donc un télescope automatique qui va proposer ce qu'il y a d'intéressant à voir
lui-même tout seul. Donc c'est ça l'intelligence. C'est-à-dire qu'il va aller piocher dans une base de données, il va savoir où on est géolocalisé. Est-ce qu'il intègre aussi les données météo? Parce que c'est vrai que la météo est très importante. Alors, il n'intègre pas encore les données météo, mais c'est facile Ça serait pas mal, ça, tiens. De regarder. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on nous le demande souvent et c'est dans notre roadmap de développement produit, un jour d'ajouter cet élément-là. Et donc, vous apportez aussi du contexte, de l'info contextualisée. Vous indiquez ce qu'on est en train de regarder? Exactement. Donc, on va proposer, vous voyez une belle nuit étoilée, vous avez envie d'observer, eh bien, vous allez déplier votre télescope, allumer votre app et là, vous dire, voilà, ce soir, il y a ça d'intéressant à voir. Vous allez pouvoir choisir. L'app va vous renseigner sur ce que vous êtes en train d'observer, puis le télescope va simplement pointer et va vous montrer ces magnifiques objets. Et c'est là qu'entre en action la deuxième... Il va aller se diriger tout seul. Oui. C'est ça qui est dingue. Oui. Il pointe tout seul, il reconnaît le ciel tout seul, il prend une photo, en fait, il compare avec une carte interne qu'il a du ciel, et il va pointer tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez créé très vite une communauté fans de vos produits. Vous le disiez, 25 000 utilisateurs. Oui. Et puis des partenariats prestigieux avec la NASA, avec l'Institut SETI, qui sont des références, on va dire. Comment se sont créés ces partenariats? C'est très tôt en fait dans la genèse du télescope. On n'avait pas encore notre premier prototype entièrement fonctionnel, que j'avais commencé à contacter des instituts de recherche pour leur parler du fait qu'on allait mettre au point un télescope intelligent que les gens allaient pouvoir utiliser beaucoup plus simplement, qui allait être un instrument néanmoins extrêmement puissant avec une caméra à l'intérieur et que ça allait certainement avoir des intérêts pour les scientifiques. C'est comme ça qu'est né ce volet qu'on appelle de science participative sur notre produit. Ouais. Et ils se sont montrés intéressés. Et d'ailleurs, très tôt, le SETI Institute vraiment nous a soutenus dans cette démarche-là. C'est un institut qui est pionnier dans la collaboration avec le grand public pour faire avancer la science. Certaines personnes qui suivent cette émission doivent se souvenir de SETI at Home. Bien sûr. On se souvient de ce partage de calculs que l'on pouvait faire avec notre ordinateur. C'était le début du peer-to-peer en termes de puissance de calcul. C'était incroyable, ça. Oui. Et donc, on pouvait aider le SETI Le SETI qui analysait, en fait, les bruits de l'espace. C'était ça, les bruits de l'espace pour essayer d'identifier éventuellement un bruit intelligent. C'est ça, un bruit extraterrestre. Extraterrestre, exactement. Et on n'a pas trouvé encore, d'après ce que j'ai compris. On n'a pas encore trouvé, non. On a eu quelques fausses alertes qui nous ont excités, mais ça n'a pas encore été trouvé. Et donc le SETI Institute qui a élargi ses recherches à la recherche dans la vie, de la vie dans l'univers, qu'elle soit bactérienne jusqu'à la vie intelligente, qui a des biologistes dans ses équipes, etc., des gens qui étudient tous les domaines de l'astrophysique, a commencé avec un partenariat avec nous sur l'étude des astéroïdes qui permet de comprendre la formation des planètes. Et donc, c'est un des éléments pour comprendre la vie dans l'univers. Et à partir de là, à partir de cette première collaboration, on a eu un crédit auprès des spécialistes. Et on a étendu ça avec maintenant 5 domaines de recherche, dont un en partenariat avec la NASA, qui concerne la recherche sur les planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Justement, on voit que la NASA est dans une situation un peu compliquée. Ça a un impact sur votre collaboration ou pas? Alors, il y a quelques craintes, en effet. Parce que coupes de budget qui sont drastiques, effectivement. Bon, l'espèce de d'errement aussi, on ne sait pas qui va diriger la NASA, finalement. Oui, il y a vraiment des craintes de la part des chercheurs là-bas. On est en contact avec eux. Okay. Les projets qui sont en cours sont financés. Oui. Les budgets ont été attribués, mais c'est l'avenir qui fait. Il y a un peu plus d'interrogations, c'est clair. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les données que je vais découvrir, je vais pouvoir les partager. C'est ça aussi qui est fort avec ce que vous faites. Oui. Ce qui fait que vous créez une base de données qui est, on va dire, de grande qualité. Finalement, vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe? C'est sur la base du volontariat. En fait, les utilisateurs, naturellement, lorsqu'ils observent, vont générer et enregistrer des images de ce qu'ils observent. C'est un télescope qui embarque un capteur très sensible qui fait de l'imagerie du ciel. Oui. Et c'est cette imagerie d'ailleurs qui va permettre de voir plus que dans un télescope classique, puisqu'on a la puissance et la sensibilité d'un capteur. Et ces données qui viennent de ces capteurs sont stockées pour l'utilisateur et celui-ci peut choisir de partager ces données avec notre base de données qui sera elle-même partagée avec des scientifiques.
Ce que vous avez annoncé au CES, c'était une paire de jumelles. Les jumelles augmentées, alors je sais pas comment on dit, Envision ou Envision. Envision, alors Envision. On a toujours une... C'est pas la Marseillaise, hein, ça. Envision. Alors on donne des noms anglophones parce que en fait, oui, votre marché, 80% de notre chiffre d'affaires se fait à l'étranger. On va revenir justement sur ça, mais ces jumelles, où vous en êtes aujourd'hui ? Alors, donc on a beaucoup avancé depuis le lancement. Donc nous on est coutumier de faire des pré-lancements pour financer nos innovations. Donc on fait ce qu'on appelle un peu du crowdfunding, mais en pré-vente. Okay. C'est pas un crowdfunding en investissement, c'est-à-dire c'est des gens qui achètent en pré-vente à prix très discounté un produit qui va arriver dans le futur. Ok. Parce qu'ils vous font confiance, parce qu'ils sont passionnés. Exactement. Et cette communauté, vous arrivez à la chiffrer. Il y a combien de gens qui vous suivent contre vents et marées ? C'est intéressant ça. Vous avez combien de fans finalement ? Alors on a sur nos réseaux sociaux, on a entre les réseaux sociaux et les emails que l'on a, on a une quarantaine de milliers de gens qui nous suivent régulièrement. Ok. Et sur les jumelles par exemple, il y a presque 4000 personnes qui ont souscrit et qui attendent cette innovation. Donc vous, ça vous permet d'avoir de la trésorerie. Exactement. Pour lancer l'industrialisation, la recherche et développement, etc. Ouais, etc. Les dernières étapes de la R&D et l'industrialisation, et c'est fondamental pour une petite entreprise de hardware qui a besoin d'aller voir un fabricant avec une réassurance par rapport à la taille des commandes qu'on va pouvoir lui faire. Elles servent à quoi ces jumelles ? Alors, c'est des jumelles qui vont vous permettre d'explorer votre environnement avec le même niveau d'expertise et on va dire même d'intuition que si vous étiez un expert du domaine. Alors, il y a deux domaines dans lesquels elles sont utiles. C'est l'exploration du ciel nocturne. Et là, vous allez avoir vraiment la même aisance qu'un astronome chevronné, puisque les jumelles vont, à votre choix, soit vous guider vers un objet qui vous intéresse, dans un catalogue, soit elles vont surimprimer sur votre champ de vision des informations contextuelles. Vous pointez au hasard et s'il y a une étoile, elle va vous donner de l'information. Voilà. Formidable. Ça, c'est l'observation de l'espace. Voilà. Mais on peut observer aussi notre environnement avec. Tout à fait. C'est des jumelles aussi. Ce sont des jumelles. En fait, ce sont des jumelles classiques jusqu'au moment où vous appuyez sur le bouton on. Et là, il y a une surimpression de réalité augmentée qui va venir enrichir votre environnement. Incroyable. Ouais. Et donc, pour, par exemple, je ne sais pas, moi, regarder une montagne ou l'horizon ou des animaux, qu'est-ce qu'apporte cette couche de réalité augmentée ? Eh bien, par exemple, vous êtes en randonnée en montagne et vous êtes sur un beau point de panorama. Ouais. Et vous êtes en train de vous disputer avec votre épouse parce que vous dites que c'est le Mont Blanc et elle dit non, c'est le Mont Cervin. Et ben vous allez pouvoir, avec ces jumelles, départager la dispute, puisque en pointant les jumelles et en activant la réalité augmentée, vous allez voir nommer tous les sommets. Okay. Vous allez pouvoir surimprimer les parcours des principaux chemins de randonnée. Donc vous allez voir, par exemple, vous êtes au début de votre randonnée, vous voulez voir comment ça serpente dans le paysage, vous allez le voir en surimpression, vous allez pouvoir regarder de près, effectivement, ça passe bien à côté du refuge que l'on vise, et les points d'eau, enfin voilà, tout un certain nombre d'informations qui sont utiles à la pratique de l'exploration de l'environnement dans la randonnée. Elles sont déjà disponibles, ces jumelles, ou est-ce que vous peaufinez les derniers détails ? Elles sont pas encore disponibles. On commencera à les livrer au milieu de l'année 2026. D'accord. Dans un an à peu près. Dans un an à peu près, exactement. Et là, nous en sommes à une étape où on commence à tester un prototype très avancé sur le terrain, avec des résultats très 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 encourageants. Et donc ça sort dans un an. On a déjà le tarif à peu près ou pas ? Oui, ce sera 1500 €, $1 500. Et on fait des campagnes. On a fait une campagne de prévente à un prix très discounté. Et on ouvrira des préventes aussi en avance. Okay. Toujours dans c'est toujours la même chose. Ça nous aide à dimensionner notre outil industriel, ce qui nous coûte moins cher et ce qui va permettre à notre industriel aussi, lui, de s'engager et d'engager des dépenses. Laurent, vous êtes heureux ici à Marseille ? Très heureux. C'est une des raisons pour lesquelles on est installé ici. Et il est hors de question pour vous de vous émanciper, enfin évidemment de vous émanciper, de grossir, mais de quitter la région ?
Sincèrement. Vous posez des questions des fois ou pas? Alors, on s'est posé la question au moment où on cherchait des fonds au début après notre premier crowdfunding. On avait récolté beaucoup d'argent, mais ce n'était pas suffisant pour terminer l'industrialisation. Il y avait besoin de capitaux. Et il y avait quand même quelques difficultés. On se disait, si on était dans la Silicon Valley, ce serait plus facile. Et il y a des Américains qui aimaient notre projet, qui nous ont dit... oui, si vous venez en Californie, ça sera plus simple. Ce sera plus simple. Ça demandera ce qu'ils appellent flip the company, c'est-à-dire changer la possession de la compagnie d'une compagnie française à une compagnie américaine. Mais ça demandera aussi aux fondateurs de déménager, etc. Et on a sous-pesé et on s'est dit que non, on allait rester en France. Ça demande beaucoup d'énergie quand même de créer une entreprise, de l'entretenir, de l'animer. Et si on se coupe d'une base sociale, de ses habitudes, de sa famille, etc., ça fait un coût supplémentaire. Et on s'est dit que l'un dans l'autre, finalement, on aurait moins de fonds, mais on aurait plus d'énergie. Donc on a décidé de rester. Aussi parce qu'on est attaché à cette région et aussi parce que c'est une région qui, pour des télescopes et pour de l'optique, est intéressante parce qu'on a souvent du beau temps, ce qui permet de tester assez facilement les produits tout au long de leur Dès qu'il y a un coup de Mistral, vous sortez tous vos appareils là. Voilà, alors pas pendant, mais juste après, quand c'est bien propre. Là, c'est nickel. C'est clair. C'est passionnant tout ça. Est-ce qu'il y a une notion, alors je dirais de souveraineté c'est le mot un peu tarte à la crème à la mode en ce moment, mais le fait aussi de vouloir rester français, de ne pas devenir une boîte américaine, ça avait un sens aussi, on va dire, philosophique, j'ai envie de dire, ou est-ce que finalement, c'était pas un problème de devenir américain? Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs, en effet. La vie aux États-Unis est particulière, la culture américaine est particulière. C'est un modèle de vie, c'est un way of life qui est différente de la way of life française. Et nous, on apprécie d'être français, d'être en France et de vivre la vie française. Donc, effectivement, de maintenir l'entreprise ici, de voir que c'est possible, d'entretenir cette possibilité, de contribuer à cette société pour qu'elle perdure, c'est aussi un élément qui a joué, effectivement. Eh bien voilà, suivez avec beaucoup d'attention Unist est là. On n'a pas fini d'entendre parler de cette boîte marseillaise. Merci. Merci beaucoup. Laurent Marfisi. Et on va rester évidemment avec une autre pépite. On va quitter le monde spatial pour s'intéresser au monde médical avec mon prochain invité. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, la quotidienne depuis Marseille, depuis le rooftop du MUSEM, avec évidemment un environnement exceptionnel, un environnement géographique exceptionnel et puis un environnement aussi technologique très intéressant. J'accueille sur le plateau de Tech & Co maintenant Théophile Mort-Durdez. Bonsoir Théophile, merci d'être là. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Volta Medical, installé ici à Marseille. Exactement. Vous êtes data scientist au départ. Oui. Vous avez fondé votre start-up en 2016 avec 3 médecins à Marseille qui souhaitaient développer des dispositifs médicaux de pointe pour combattre en fait une particularité d'arythmie qui, alors pour le commun des mortels, n'est pas connue, mais qui est quelque chose d'assez courant. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites chez Volta Medical. Alors, on conçoit une intelligence artificielle qui permet de guider les cardiologues au bloc opératoire pendant qu'ils interviennent sur des patients, pendant qu'ils opèrent des patients atteints d'arythmie cardiaque et plus particulièrement d'une arythmie cardiaque qui s'appelle la fibrillation atriale. Alors, les arythmies cardiaques, c'est des troubles du rythme cardiaque, c'est des problèmes du rythme du cœur. D'accord. Donc, on a un rythme qui est pas régulier, en fait. Qui est pas régulier, qui est trop rapide, qui est trop lent, qui est fibrillant, donc c'est-à-dire qui est tremblotant. Et en l'occurrence, la fibrillation atriale, c'est le tremblotement des oreillettes du cœur, qui sont les cavités supérieures du cœur. Est-ce que ça présage des mauvaises choses, en fait? Oui, tout à fait. Ça augmente la mortalité, ça augmente très fortement le risque de démence, le risque d'insuffisance cardiaque. Parce qu'en fait, il y a une mauvaise, ça engendre aussi une mauvaise circulation sanguine. Donc de la fatigue, des caillots qui peuvent se créer, qui peuvent générer des AVC. Et donc ça pénalise très fortement la qualité de vie et ça augmente les taux de mortalité. Il y a beaucoup de comorbidités. Et
il y a beaucoup de gens qui sont atteints de cette arythmie. Exactement, il y a beaucoup de gens. En France, il y a entre 600 000 et 1 million de patients qui font de la fibrillation atriale. Donc on connaît tous quelqu'un qui en fait sans forcément le savoir. C'est forcément à partir d'un certain âge ou il y a des jeunes aussi qui peuvent être victimes de ce type de maladie? Il y a aussi des jeunes, mais la prévalence augmente très fortement avec l'âge. Donc voilà, c'est l'une des causes du vieillissement du muscle cardiaque. Exactement, exactement. Le muscle cardiaque va vieillir et les propriétés de conduction du cœur, parce que le cœur est un muscle dont l'activité mécanique est liée à son activité électrique. Donc il y a une onde électrique qui se propage dans le cœur, du haut vers le bas, et en fait il va y avoir des altérations des propriétés électriques du cœur qui vont conduire à des arythmies cardiaques. Alors comment vous révolutionnez cette pathologie en fait? Qu'est-ce qui se passait avant pour un cardiologue? Parce que vous allez nous expliquer comment on combat. On peut combattre cette arythmie, on peut combattre, absolument. Comment on faisait avant et comment on fait après grâce à vous? Et qu'est-ce qui change? Alors, donc, pour traiter la fibrillation atriale, on opère les patients en insérant des cathéters, donc des sondes par voie vasculaire dans le cœur. Et ensuite, il va y avoir 2 phases. Une première phase de cartographie. On va essayer de comprendre d'où vient l'arythmie cardiaque, comment elle se propage, comment elle se perpétue. Et une phase où on va intervenir avec d'autres cathéters pour brûler, pour cautériser du tissu cardiaque afin de restaurer le rythme sinusal. C'est-à-dire qu'en brûlant des petites bouts de cœur, on arrive à corriger cette arythmie. Exactement. Okay. Exactement, parce qu'on arrive à reconduire l'électricité normalement, entre guillemets, et éteindre des foyers électriques, etc. On se croirait dans une centrale électrique, quoi. C'est fou, hein. Ah oui, absolument. C'est un travail d'électricien du cœur. On va essayer de comprendre. Là, il y a un court-circuit. Okay. On va brûler pour couper le court-circuit, par exemple. Et on va restaurer le rythme normal. Et donc, avant Volta, en gros, on brûlait toujours au même endroit. On avait une approche qui n'était pas une approche sur mesure. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous, on va identifier des zones du cœur qui perpétuent, qui entretiennent l'arythmie cardiaque. Et en les brûlant, on a démontré maintenant dans une très grande étude clinique qu'on a menée dans 5 pays, dans plus de 20 centres avec 50 médecins, qu'on améliore l'efficacité du traitement à long terme et que les patients vont mieux avec Volta que sans Volta. Donc là, vous en êtes où en fait dans le développement de votre technologie? Est-ce que moi je suis chirurgien cardiologue, enfin je ne sais même pas si un chirurgien cardiologue est spécialisé dans ces arythmies ou est-ce que c'est vraiment une spécialité de la spécialité? Je ne sais même pas. Oui, c'est une spécialité en cardiologie qui s'appelle la rythmologie cardiaque. La rythmologie cardiaque. C'est des rythmologues qui s'occupent du rythme du cœur. Et donc moi je suis chirurgien rythmologue cardiaque. Voilà. Je peux vous appeler pour bénéficier de votre technologie aujourd'hui? Tout à fait. Donc il y a 40 centres qui sont équipés aujourd'hui dans le monde, dont un certain nombre de centres en France. Il y a plus de 4000 patients qui ont déjà bénéficié de la technologie. Hier soir, il y a un patient qui est venu me voir en fait pour me dire qu'il avait été traité avec la techno et qu'il allait beaucoup mieux. Donc pour me remercier. Ça doit être quand même une sacrée satisfaction. Ça c'est assez gratifiant. Ouais, parce que au-delà du fait de créer une entreprise, enfin voilà tout ça, le fait qu'on vous dise, ok, grâce à vous, je me sens mieux, c'est le but en fait. C'est vraiment, c'est là qu'on sait qu'on fait quelque chose de bien et qu'on est content de le faire. Et je pense que c'est le cas pour moi, mais c'est le cas pour l'ensemble des employés de Volta et c'est ça notre mission. Donc on est content quand on a des retours comme ça. Et donc aujourd'hui, voilà, on est présent dans une 40aine de centres et on amorce une phase commerciale après avoir démontré la valeur clinique. Maintenant, il faut qu'on démontre la valeur économique. Donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Volta. On continue à innover, on continue à faire des études cliniques assez innovantes pour montrer qu'on continue à améliorer l'efficacité du traitement. Mais voilà, c'est la nouvelle phase qu'on amorce. Et ça se présente comment en fait? Qu'est-ce que ça change dans le geste chirurgical du médecin? Il connecte votre... C'est quoi? C'est du soft? C'est du hardware ce que vous avez mis en place? Comment ça marche? Alors c'est un ordinateur avec des câbles sur mesure qui permettent de se brancher à des systèmes existants. Donc on collecte les informations des cathéters grâce à des câbles qu'on a fait sur mesure et qui embarque le logiciel qui est notre cœur de métier chez Volta. Okay. Le logiciel, l'intelligence artificielle qui va en temps réel analyser les données qui sont mesurées par la sonde pendant que le cardiologue balade entre guillemets la sonde dans le cœur. Donc il va déplacer la sonde dans le cœur et nous on va lui dire attention, là c'est une région d'intérêt, là c'est pas une région d'intérêt, et ça va lui permettre de faire une carte en 3D des zones à privilégier pour l'ablation.
avec des taux de réussite, enfin, est-ce que vous vous trompez parfois? Oui. Est-ce que vous pouvez induire en erreur l'acte d'un chirurgien? Alors, non, on ne va pas induire en erreur par rapport à l'existant, mais on n'est pas à 100%, donc il y a encore une marge d'amélioration qui est très significative. On est de l'ordre de 85% de taux de succès, 85 à 90%, mais donc il reste des cas chez lesquels il y a encore des récidives, et donc on continue à faire de la recherche pour augmenter nos taux de succès, mais c'est pas qu'une question de cartographie, c'est aussi une question de modalité d'ablation. Donc il y a un peu ces deux grands axes de développement dans le domaine médical. Vous vous développez à l'étranger aussi? Tout à fait. Aux États-Unis notamment? Aux États-Unis, qui est notre premier marché. Donc on a une filiale aux États-Unis, on est une centaine de personnes, 80 personnes à Marseille. On a notre siège à Marseille, on est fiers d'être marseillais, fiers d'être français, et on s'exporte aux États-Unis où on a une filiale, où on a aussi la moitié de notre management, on a la moitié de nos investisseurs qui sont aussi américains. Donc on est très implanté aux États-Unis, et c'est vrai on se sent un peu franco-américain d'une certaine manière. D'accord, mais malgré tout, le gros de l'activité reste ici, oui, à Marseille. La R&D, la production, les affaires cliniques, les affaires réglementaires, la qualité est à Marseille. La tentation de traverser l'Atlantique est grande ou pas? Non, honnêtement, alors la tentation pour que la technologie soit utilisée et pour que la boîte soit pérenne, absolument, c'est même nécessaire, puisque c'est le marché le plus porteur. Mais déplacer par exemple la R&D, ça ferait aucun sens pour nous, à la fois parce que le territoire nous porte, parce qu'on est très porté en France, parce qu'on a des super ingénieurs, des super talents, mais aussi pour des raisons purement économiques. Voilà. Très bien. Dernière petite question. Vous travaillez sur d'autres pathologies? Parce que vous disiez tout à l'heure, il y a plusieurs types d'arythmies. Est-ce qu'on peut imaginer dupliquer plusieurs fois en fait votre techno? Oui, tout à fait. Donc on s'intéresse à d'autres arythmies cardiaques. La fibrillation atriale, c'est l'arythmie cardiaque la plus fréquente dans le monde. Elle touche 40 millions de patients dans le monde. Ok, donc c'est vrai que c'est le gros du marché. C'est vraiment le gros, mais on commence à avoir des travaux de recherche qui aboutissent sur les tachycardies ventriculaires, qui touchent des patients beaucoup plus jeunes, une arythmie qui est beaucoup plus grave, avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Okay. Donc un apport symbolique qui est beaucoup plus fort. Et une autre arythmie cardiaque comme la tachycardie atriale. Donc on reste en rythmologie, mais notre cœur de métier, c'est l'IA en médecine interventionnelle. Il y a beaucoup d'intelligence artificielle dans le diagnostic. Oui. Nous, on est au bloc opératoire en temps réel et on assiste. Vous êtes l'assistant, l'outil en fait du chirurgien. Exactement. Et on est assez peu nombreux, quel que soit le domaine médical, on est assez peu nombreux à faire ça. Eh bien, merci beaucoup Théophile. Passionnant tout ça. Merci. Mordudez, donc cofondateur de Volta Medical. Vous restez avec nous. Petite pause et on repart pour notre dernière demi-heure de Tech & Co, la quotidienne. Ici, à Marseille, sur la terrasse du Mucem. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, la quotidienne, toujours à Marseille, toujours depuis la terrasse du Mucem. Merci d'être avec nous. Vous savez, on est là chaque soir, 20h, 21h30, 90 minutes de tech. On est à Marseille ici pour ce soir promouvoir un peu la tech de la région. Et j'accueille mon prochain invité, Jörg Ackermann. Bonsoir Jörg. Bonsoir François. Vous êtes le PDG d'Optipus PV et ce que vous faites est assez incroyable, je trouve. Merci. En fait, vous voulez rendre les appareils électroniques autonomes car en ayant inventé un revêtement sur l'appareil électronique, eh bien, il se recharge en photovoltaïque, en fait. C'est comme si, je ne sais pas moi, on va prendre l'exemple de ce vélo qui est sur le plateau de Tech & Co. C'est un vélo tout à fait normal, sauf que, eh bien, en fait, le revêtement de ce vélo capte l'énergie photovoltaïque. C'est ça que vous avez mis au point? Absolument, tout à fait. Donc pour ça, évidemment, il fallait d'abord réinventer un peu la technologie photovoltaïque, parce que vous connaissez tous des panneaux solaires qui sont sur le toit. C'est quelque chose qui est rigide, qui est lourd, qui ne se laisse pas implanter dans le monde électronique. En plus, c'est moche. Donc comme c'est des objets que vous avez mis à la couleur, on va acheter ces objets-là parce que comme c'est le vélo, on a mis à la couleur. Ouais. Nous avons commencé un peu à réinventer en fait les panneaux solaires. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui mis en place. C'est un produit qui s'appelle Energy Skin. C'est un panneau solaire plastique, presque purement plastique, extrêmement léger, extrêmement flexible, puissante et colorée. Donc on peut choisir des couleurs que vous souhaitez. On peut même créer des logos.
Et cela nous permet d'intégrer ça dans votre vie quotidienne. Alors, on parle beaucoup de rendement dans le panneau photovoltaïque. Quel est le rendement de votre technologie ? Il est équivalent à des panneaux normaux ? Alors, pas tout à fait, en fait. D'abord, la technologie qui s'appelle les cellules organiques, donc c'est les matériaux organiques, c'est une technologie qui existe depuis un petit moment. Mais il y avait une révolution les dernières années. Donc maintenant, le rendement à l'échelle d'un laboratoire s'approche du silicium. Donc, on a dépassé les 20%. Okay. Et donc, c'est-à-dire, là, il y a une base pour aller dans un monde commercial. Et donc, notre objectif, c'est amener cette technologie aujourd'hui vers un rendement entre 12 et 14%, c'est-à-dire c'est la moitié à peu près du rendement au silicium. Par contre, on apporte des propriétés qui sont inédites, qu'on ne pourrait pas réaliser avec une technologie classique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'installe n'importe où, sur n'importe quel objet, finalement. Un casque audio, un vélo, une voiture ? Alors ça peut être aussi une voiture, mais commence avec le casque audio parce qu'en fait il faut savoir l'objectif de notre société, c'est ces types d'objets électroniques, on voudrait les rendre autonomes. Donc, prenez le casque audio, là-dedans il y a une petite batterie, la surface sur laquelle on peut poser le panneau solaire est assez grande et après nous calculons, même avec un rendement de 10%, on le rend complètement autonome, donc c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de le charger. C'est incroyable. Donc ça c'est une vraie game changer. Par contre je reviens sur la voiture, donc prenez une Tesla. C'est plus compliqué. Ça va être très compliqué, voilà. Oui. Mais Par bon, contre, si on a des idées là-dedans aussi. C'est vrai ? Bah oui, en fait, il y a des voitures qui sont beaucoup plus légères, donc qui ont des batteries très faibles, et on pourrait imaginer de couvrir certaines surfaces, notamment le toit, et de pouvoir commencer à charger, pas forcément la batterie des voitures, mais des petits objets électroniques aussi associés dans la voiture. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas 100% de l'autonomie de la batterie qui serait réalisée par votre technologie, mais si ça peut faire marcher l'autoradio, je dis n'importe quoi, c'est toujours ça de prix, finalement. Tout à fait, voilà. C'est intéressant. En vous écoutant parler, je me dis, vous n'êtes pas Marseillais. Alors je suis. Vous avez un petit accent quand même. Ouais, voilà. Je suis Marseillais de cœur, ça c'est sûr. Donc ouais. 25 Mais racontez-moi un peu votre parcours d'entrepreneur. Comment vous êtes arrivé à Marseille et comment avez-vous décidé d'entreprendre ici ? Alors, arrivé à Marseille d'abord, je pense que c'est par l'amour. Je suis mon épouse qui a trouvé un travail ici. Okay. Après, j'avais la chance d'être recruté par le CNS. Donc, j'étais depuis 20 ans chercheur au laboratoire CNS à Lumini. Donc, déjà ça, c'est une grande chance. Ça fait 20 ans que vous êtes à Marseille ? 25 ans. Ouais. 25 ans, donc, ok. Et par contre, j'avais toujours dans mon approche de recherche, j'étais toujours très applicatif. Et mon but était notamment de développer des nouvelles technologies photovoltaïques. Donc en 2010, j'ai déjà créé un premier spin-off du CNS qui avait démarré de fabriquer parce que ça c'est une technologie c'est des panneaux solaires imprimés. Donc j'ai déjà fait un premier spin-off du CNS pour développer les encres. Et après, j'avais cette chance, on travaille des expériences que j'ai eues dans ma recherche et la création du brevet, de pouvoir bénéficier aussi du CNS qui me donne cette possibilité de mettre une mise à disposition et de créer ma propre société. Donc ça, c'est vraiment pour moi un vrai rêve, plus que je peux dire que combiner ma passion des panneaux solaires avec notamment ma deuxième qui sont les vélos. Donc vous présentez aujourd'hui une première mondiale d'un vélo solaire musculaire en fait, qu'on co-développe avec la société Origine. Très content de vous montrer ça. Alors, concrètement, pour un vélo, qu'est-ce que ça apporte, votre revêtement ? Parce que c'est un vélo électrique, mais musculaire, ça veut dire que tout est dit. Alors, c'est pas du tout un vélo électrique, en fait, c'est un vélo musculaire classique, mais il faut savoir aujourd'hui, sur un type de vélo, il y a plusieurs objets électroniques comme les comptes, ils ont une batterie, donc typiquement, il y a des rayons électriques sur celui-là, et c'est ce qui nous arrive, c'est moi déjà arrivé, en fait, on fait une sortie, et ça peut arriver que la batterie, elle est déchargée, donc en fait, une fois après, les dérailleurs ne marchent plus, donc vous êtes un peu dans la merde. Imagine le col de la jeunesse, c'est compliqué. Donc ici, l'idée, c'était la suivante. On a intégré des panneaux solaires dans le cadre. Ces panneaux solaires, il y avait aussi une électronique dans le cadre avec une petite batterie. Et les panneaux solaires génèrent autant de puissance, voire plus, pour rendre d'abord le dérailleur autonome, complément. Donc vous oubliez de charger votre dérailleur. En plus de ça, vous avez aujourd'hui des GPS ou un téléphone, vous mettez sur le guidon. Et cela, on peut aussi charger. Donc c'est quelque chose qui résout d'abord le problème d'autonomie des dérailleurs électriques, mais aussi donne un vrai confort aux les gens comme moi qui font des longues distances et leur téléphone, par exemple, peut être chargé. Ça, c'est la première étape. Mais est-ce qu'on peut imaginer que votre technologie puisse recharger la batterie d'un vélo électrique ? Ou est-ce que, encore une fois, on se heurte au même problème que la batterie d'une voiture ?
Non. Alors ça, effectivement, nous sommes en train de regarder ce point-là. Donc il faut savoir, contrairement à la voiture, la batterie d'un vélo électrique, elle est beaucoup plus petite. Et la surface, il faut toujours... Oui, mais elle est beaucoup plus grosse que la petite batterie qu'il y a là aujourd'hui. Tout à fait. Mais nous sommes capables après de couvrir une grande partie du cadre. Et grâce à ça, on peut imaginer par jour générer par une autonomie supplémentaire de 10 km. Et sur certaines distances, ça peut tout à fait suffire pour rendre même le chemin autonome. Donc ça va être autogénéré. Vous avez après un vélo électrique qui est autonome. Mais c'est génial. Alors, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça va arriver quand, tout ça? Vous en êtes où, en fait, dans le développement de votre société? Alors, il faut savoir, la société a été créée il n'y a pas longtemps, décembre 2023, donc on est encore tout jeune. On vient juste finir notre première levée de fonds. Et là, maintenant, les prochaines étapes, c'est d'abord finaliser la partie R&D. Donc, vous voyez, on a dit les premiers prototypes qui fonctionnent, les premiers contrats qui sont signés. Le next step pour nous, c'est mettre en place une ligne pilote qui va être unique, qui nous permet de produire ces panneaux solaires à une échelle légèrement plus grande. Donc on va arriver sur le format à peu près à 4. Et donc avec cela, on pourrait démarrer les premières ventes, mais avec des mini-séries, typiquement avec Origine. Et dans un objectif dans 4 ans, ça serait vraiment après la masse production, où on va attaquer des marchés, typiquement des casques audio, des vélos, mais à ce moment-là, dans les pièces, plusieurs milliers. Est-ce que vous avez des concurrents? Est-ce qu'il y a l'énergie solaire, c'est quelque chose de gratuit, de généreux, qui est relativement facile à capter. Est-ce que, je ne sais pas moi, aux États-Unis ou en Chine, il y a des technologies concurrentes à la vôtre? Alors on a regardé en détail aujourd'hui dans ce monde des panneaux solaires qui sont vraiment intégrés dans les objets électroniques. On a uniquement un concurrent, donc c'est assez vierge comme domaine, mais c'est un marché qui commence à démarrer. Et nous, on pense qu'on a une position très forte. On est protégé à la fois par notre propre IP et notre savoir-faire dans la production de ce type de panneaux solaires. Ok, très bien. La prochaine étape pour vous, c'est quoi en fait? C'est quand vous parlez de ce casque, finalement, vous aimeriez avoir un partenaire? Un partenaire audio, enfin je sais pas moi, quelqu'un ou un partenaire industriel qui pourrait implémenter cette technologie? On est déjà en train de discuter, négocier avec certaines sociétés qui sont à la fois une société d'un casque audio, mais aussi des casques de vélo. Et on a bon espoir de signer un premier contrat de co-développement très tôt. Voilà. Donc ça, c'est nos objectifs en court terme. Après, les objectifs évidemment long terme, c'est d'attaquer puis après des sociétés comme ils font tous rêver, comme Apple, etc., comme pour les séduire peut-être avec ce type d'application pour le mettre sur la casse, par exemple. Ça serait pas mal, ça. C'est de bons objectifs, oui. Est-ce que pour tout ça, il ne faudrait pas quitter Marseille? Alors, pour aller séduire les Apple, je pense qu'on est vraiment très fidèle de Marseille parce que d'abord la technologie vient d'ici et je pense que l'écosystème Marseille va nous aider aussi de bien implanter. L'objectif c'est, comme je disais, dans 3-4 ans de mettre une usine. Cette première usine serait dans le Bouches-du-Rhône, idéalement. Après, une fois ça c'est réalisé, on verra où l'avenir nous amener. Eh bien, écoutez, formidable. On va suivre la progression d'Optipus PV très bientôt. Merci beaucoup, Jörg Ackermann. Vous en êtes le PDG. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, Tech & Co, la quotidienne depuis Marseille. Et on va découvrir maintenant le concept ID Protect. Voilà, est-ce que c'est un concept 100% marseillais? On va le découvrir tout de suite avec mon invité, Philly Canté. Là, bonsoir Philly. Bonsoir. Donc fondateur d'ID Protect, fondé en 2021. C'est une start-up, vous êtes une start-up spécialisée dans la cybersécurité. Et on parle avec vous des personnes qui sont victimes de fraude identitaire en France. C'est 200 000 personnes qui sont victimes chaque année de fraude identitaire. C'est compliqué ce mot, fraude identitaire. On imagine un peu ce que c'est, mais expliquez-nous vraiment ce dont il s'agit. Alors, la fraude identitaire, à vrai dire, c'est un peu pareil que l'usurpation d'identité. C'est une autre manière de le dire. À vrai dire, j'ai décidé en fait de fonder ID Protect suite à une expérience personnelle, celle de mon frère, qui a été victime d'usurpation d'identité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un a retrouvé son document d'identité qu'il avait pourtant déclaré perdu et volé. Et il a ouvert des comptes bancaires, il a fait des demandes de crédit, il a ouvert des lignes téléphoniques et mon frère était poursuivi pour les conséquences d'actes qu'il n'avait pas commis. C'est-à-dire qu'avec une carte d'identité perdue, déclarée comme perdue au commissariat,
cette personne a pu se faire passer pour votre frère et créer tout ce que vous m'avez dit. Tout à fait, c'est exactement ça. Déjà, il y a un problème là. Le premier problème qu'on a vu à travers cette expérience-là, donc c'était en 2017. Le premier problème, c'était de se dire, en fait, je pense que tout citoyen pense que lorsqu'on va aller déclarer la perte du document, c'est un moyen de faire opposition comme on fait opposition à une carte bancaire. Ce n'est pas le cas. Donc le document pourtant déclaré perdu a été utilisé. Donc évidemment, le fraudeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé le nom, le prénom de mon frère, son document d'identité, et après il donnait d'autres adresses. Donc en fait, il a ouvert des comptes bancaires. Cette personne a été poursuivie sur dans les adresses. Mais ils ont changé la photo de la carte d'identité ou pas? Il n'a même pas eu besoin de changer la photo, à vrai dire, puisqu'en fait, il a fait tout à distance, je pense. Donc c'est des scans, des trucs comme exactement, ça. Okay. Exactement. Et donc, en fait, mon frère s'en est rendu compte le jour où ce fraudeur a essayé d'ouvrir un compte bancaire, mais dans sa banque à lui. Et donc, sa banque l'appelle en lui disant est-ce que c'est toi qui a ouvert un compte à Marseille, par exemple? Et du coup, non, c'était pas lui. Et là, on a découvert en fait le poteau rose. Et je pense que à force de recherche, les différents organismes de crédit, etc., ils ont fini par retrouver l'adresse de mon frère, la réelle adresse, donc celle de notre domicile familial. Et donc les huissiers venaient et on recevait tout le temps des nouvelles amendes. Ce que j'allais vous dire, c'est que ça peut être dramatique en fait. C'est une somme de stress dingue. Exactement. Pour le coup, en fait, on doit avoir une notion d'injustice aussi qui est terrible. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est vraiment l'injustice, c'est le fait d'être poursuivi, le fait d'être poursuivi pour des choses qu'on n'a pas commis, donc l'injustice, mais au-delà de ça, c'est paralysant. En fait, rien que le fait d'ouvrir la boîte aux lettres, c'était un sujet en fait pour nous. Si on se dit, mais qu'est-ce qu'on va trouver encore comme nouvelle facture? Qu'est-ce qu'il a fait encore, ce double maléfique qui utilise l'identité de mon frère à chaque fois. Donc vraiment, en fait, c'était pareil, les saisies. On travaille tout le mois et à la fin, notre argent est prélevé directement sur notre salaire. Malgré le fait d'alerter la police, etc. Enfin tous les organismes, ça sert à rien dans ce cas précis. Alors dans ce cas-là, nous c'est ce qu'on fait maintenant désormais chez ID Protect, mais ce qu'on faisait à l'époque, enfin le fait d'être victime d'usurpation, en fait on arrive toujours après la bataille. On est toujours prouver que ce n'est pas nous qui avons... C'est déjà trop tard, en fait. Voilà, exactement. Et c'est là où vous êtes proactif, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre solution le plus tôt possible. Exactement. Alors racontez-nous comment ça marche. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Une personne va se présenter chez ID Protect, donc un citoyen qui souhaite protéger son document d'identité ou bien tout simplement le mettre en opposition. Avant qu'il le perde? Avant qu'il le perde. Après l'avoir perdu? Avant qu'il le perde, en prévention. Il vient tout simplement s'inscrire sur la plateforme, il va uploader son document, donc il va déposer son document sur la plateforme. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une lecture du document tel que ce qui est réalisé dans le domaine bancaire. Donc c'est une IA qui va vérifier la véracité du document d'identité. Nous, on va faire un rendez-vous avec cette personne pour s'assurer qu'on est bien en face du réel titulaire du document. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va extraire les informations du document et supprimer la photo. Donc évidemment, on ne conservera jamais de copie des documents d'identité des citoyens. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'un document, il a un numéro unique, il a été émis à telle date et il appartient à tel utilisateur. Donc ce qu'on fait, c'est que ces données-là vont être anonymisées dans notre base de données. Et derrière, si jamais ce document repasse soit dans notre outil de vérification, soit dans l'outil de vérification de notre partenaire, donc qui travaille évidemment avec les banques et les organismes de crédit, on va être en capacité de dire, ah ben tiens, cette trace de document, je la connais, elle appartient à François. Est-ce que c'est lui ou pas? Et c'est la question que vous vous posez. En fait. Exactement. Donc nous, on vous donne l'opportunité tout simplement de vous dire que c'est bien vous qui vous êtes présenté. Par exemple, aujourd'hui, on travaille avec BPI France. BPI France, lorsqu'ils font des vérifications, ils vont aller extraire une trace du document, ils nous l'envoient. Et nous, si jamais, François, vous êtes venu vous inscrire chez ID Protect, on vous envoie une alerte directement en vous disant votre document a été présenté chez BPI. Est-ce que c'est bien vous? Et là, vous allez pouvoir dire oui, c'est bien moi ou non, c'est pas moi. À la manière du 3D Secure d'ailleurs, quand vous payez sur Internet, votre application bancaire s'allume, vous vous authentifiez. C'est un double facteur d'authentification sur le document d'identité. Vous, votre défi, c'est plus trop la technologie, c'est de nouer des partenariats avec un maximum d'organismes et de sociétés. C'est ça l'idée. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui fera que votre solution sera pérennisé, adopté et presque automatique. C'est exactement ça. Notre objectif pendant les 3 premières années de la création, ça a été vraiment de nouer des partenariats les plus solides, soit directement avec les établissements bancaires, soit à travers leurs prestataires,
Donc ils travaillent souvent avec des prestataires qui font la vérification du document. Là, par exemple, là cette année, on a fondé un partenariat avec un acteur qui fait la vérification pour notamment certains organismes bancaires. Et donc, à chaque fois qu'ils font une vérification, ils vont venir chez nous. Ce qui nous permet, nous, de protéger les documents des citoyens chez les clients de ce prestataire et donc notamment chez certaines banques françaises. Ce qu'on appelle cette fraude identitaire, elle est aussi terrible dans par exemple, des gens qui se retrouvent avec des PV qui arrivent parce que on a piqué leur plaque ou on a recopié leur plaque et tout ça. C'est un domaine aussi que vous pouvez craquer. Ce système-là, parce que c'est aussi tout aussi grave, en fait. Exactement. Alors oui, c'est un domaine qu'on peut craquer dans le sens... Enfin, un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'on peut immatriculer, par exemple, si je prends votre carte grise, je peux, si je mets la main sur votre carte grise, je peux aller dans un garage et faire immatriculer un véhicule à mon nom. Et ça, c'est un problème. Mais même si la carte grise n'est pas à mon nom. Exactement, même si la carte grise n'est pas à votre nom, moi, je vais être en capacité de pouvoir aller l'immatriculer au nom d'un tiers, parce que j'ai récupéré sa carte d'identité. Enfin bref, il y a pas mal de... C'est très simple aujourd'hui. C'est simple, quoi. Il faut magouiller un peu, mais on y arrive. Exactement, on magouille un peu et on y arrive. Et le problème de ça, c'est que, en fait, il y a un véhicule qui, sur le papier, vous appartient, mais qui a servi, et d'ailleurs c'est un cas véridique que moi j'ai accompagné une victime, c'était un véhicule qui a été matriculé à son nom, et le véhicule a servi dans le cadre d'un braquage. Donc en fait, comment cette personne-là a su qu'elle a été victime d'usurpation d'identité ? À 6h du matin, quand la police est venue chez elle, toquer à la porte, devant femme et enfants, menottes. Et encore toquer à la porte, vous êtes sympa, je pense. C'est vrai que c'était une expérience traumatisante. C'était un gros toc-toc, quoi. Et puis là, après, comment expliquer que c'est pas vous ? Enfin voilà, je veux dire, on rentre dans un truc... C'est ça. En fait, ça serait tout simplement plus simple. En fait, nous, chez ID Protect, notre conviction, c'est que les personnes qui sont... les citoyens ne doivent pas être dépendants des efforts en cybersécurité, en vérification des entreprises. On l'a vu la semaine dernière. On a perdu, en matière de fuite de données, on a perdu l'équivalent de 2 fois la population mondiale. Donc ça, ce sont des données qu'on a confiées à des entreprises, etc., qui ont été victimes d'hackers et qui ont perdu les données. Mais les conséquences, en fait, c'est le citoyen qui va la payer. Donc l'objectif, c'est de se dire, armons les citoyens, fournissons-leur des solutions qui sont assez simples d'ailleurs, fournissons-leur des solutions qui sont simples et qui vont leur permettre eux-mêmes d'être garants de leur propre protection. Le seul problème, c'est qu'il faut être conscient qu'on peut être attaqué et il faut aller faire les démarches de vous rencontrer et de vous abonner à votre service. C'est pas ça le problème finalement ? Alors oui, on a eu... Vous parlez souvent, vous comparez ça à 3D Secure, mais 3D Secure, les gens savent même pas ce que c'est en fait. Mais ils rentrent dans le process de 3D Secure sans le savoir. Exactement. Et ça marche. Exactement. Pour le coup, le 3D Secure a été créé en fait par justement ces entreprises privées, donc notamment Visa, pour pouvoir en fait assurer la protection de leurs moyens de paiement. Parce que ça leur coûtait de l'argent, ça coûtait de l'argent aux assurances, etc., etc. Exactement. Vous pouvez pas essayer de trouver un truc qui ferait que finalement, à partir du moment où j'ai ma carte d'identité, je sais pas, moi, je coche une case ou je sais pas quoi et vous récupérez les données. C'est l'idéal en fait. C'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place, notamment à vrai dire avec Sofinco. Donc en fait, on a fait un pilote avec eux et l'objectif, c'est que quand les citoyens passent chez eux, qu'ils puissent être protégés par cette protection-là et donc en fait faire de l'acquisition par le biais de partenaires. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est qu'on a été notamment lauréat en 2022 de l'Argus de l'assurance. Et en fait, les assureurs aujourd'hui se posent la question de comment créer des outils de cybersécurité à destination des particuliers, puisqu'il y en a plein des assurances cybersécurité pour les entreprises, mais pas pour les particuliers et pas d'outils surtout. Et du coup, nous, notre objectif, c'est de pouvoir outiller et donc proposer cette solution. Philippe, dernière question, pourquoi Marseille ? Alors Marseille, évidemment. Alors pour nous, ça a été une évidence. Donc, je suis originaire de Paris. Il fallait que je sois à un endroit qui soit quand même assez stratégique. Parce que pas trop l'accent qui chante. L'accent qui chante, non, je l'ai pas. Peut-être que je vais le gagner d'ailleurs. Peut-être. Et donc en fait, sur la partie data, sur la partie IA, en fait, la métropole d'Aix-Marseille est vraiment un pôle de compétitivité. Et donc c'est assez stratégique de venir ici pour pouvoir former les partenariats qui vont bien et qui vont nous permettre de développer notre solution. Donc voilà, le siège est ici. Désormais. Vous grandissez ici. Désormais, parce qu'avant vous étiez à Paris. Avant on était à Paris. Ouais. Mais c'est Marseille qui vous a fait de l'œil ou vous vous êtes dit,
on est mis au soleil, on verra bien ce qui va se passer à Marseille. Marseille nous a fait de l'œil. J'ai un peu fait mon benchmark des différentes régions dans lesquelles je pouvais éventuellement partir. Mais en fait, Marseille nous a fait de l'œil parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la French Tech avec Marseille permet de créer des liens vraiment. La partie locale est très importante. Et en fait, en venant s'installer ici, on a déjà formé 2 nouveaux partenariats. Et je trouve ça, ça va très vite, quoi. Et puis, 3 heures de TGV, vous êtes à Paris. Exactement. Pour rencontrer tous les partenaires. Exactement. Merci beaucoup, Philippe Canté, fondateur d'ID Protect. Merci à vous. Merci François. Et on va terminer ce Tech & Co. Tout à l'heure, on parlait de l'espace. Eh bien, on va y retourner tout de suite avec notre dernier invité. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Voilà, et pour terminer ce Tech & Co, comme promis, on repart du côté de l'espace avec notre invité Peter Weiss qui est là. Bonsoir Peter. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Spartan Space. Vous êtes une deep tech qui est au service de l'exploration lunaire. Et oui, tout ce qui touche au space tech est assez intéressant. Et peut-être la première question que je vais vous poser, Peter, le space tech a une existence ici ? Vous êtes un peu un ovni, sans mauvais jeu de mots, ou il y a d'autres boîtes space tech qui sont installées dans la région ? Non, effectivement, je pense qu'on est un peu des extraterrestres. Parce que quand on a créé la société il y a plus que 4 ans maintenant, effectivement, on nous a pas mal sollicité de changer l'endroit, d'aller dans d'autres régions de la France. On l'a pas fait, on est resté à Marseille, on est attaché à Marseille. Pourquoi ? Sachant qu'aujourd'hui, on est à Septem-les-Vallons, donc je suis de l'extérieur de Marseille. C'est juste à côté. Hein. Pourquoi cet attachement à la région ? Parce que je pense qu'il y a donc nous on travaille sur des habitats pour l'extrême, donc le spatial mais aussi le maritime. Donc le maritime ça s'invite quand même ici. La puissance. Et justement il y a un écosystème maritime assez important, donc ça nous intéresse en fait. Il y a pas mal d'expertise qu'on peut récolter. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes sur on va dire un sujet assez insolite. C'est les habitats en conditions extrêmes. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est un habitat en conditions extrêmes ? Ça peut être un habitat dans l'espace, sur la Lune. Ça peut être aussi un habitat sous la mer. Ça aussi, on a quelques projets là-dessus. Ça peut être un scaphandre. On a des projets avec le CNES sur le développement des scaphandres. Et en fait, un scaphandre, c'est aussi un habitat, si vous voulez. En fait, c'est une coque, si vous voulez, avec un système support vie. Donc, c'est un habitat. Alors, quand on prend l'exemple de la Lune, c'est vrai que ça fait rêver. Un jour ou l'autre, l'homme retournera sur la Lune. On ne sait pas trop quand, mais ça arrivera. L'idée, c'est que vous puissiez créer des habitats qui seraient compatibles avec la vie humaine sur la Lune, c'est ça ? Oui, c'est ça. Déjà, je pense que ça va arriver assez rapidement, malgré peut-être... avec les atermoiements de la NASA, là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais bon, il y a des Chinois qui poussent derrière, donc je pense que la compétition va faire que... Ouais. L'Inde aussi, on était en Inde il y a un mois pour une conférence. L'Inde aussi est en train de mettre en place des programmes pour des vols habités et pour aller sur la Lune. Donc je pense que ça va arriver assez rapidement. Et aujourd'hui, ça pose un peu la question, quel est le rôle de la France et de l'Europe là-dedans ? Parce qu'on a quand même un héritage d'explorateurs et aujourd'hui, on est très timide par rapport à l'exploration spatiale. On va y revenir, parce que vous avez raison. Comment on imagine un habitat lunaire compatible avec la vie humaine? Il faut le construire. Comment ça marche en fait? Notre concept, en fait, dans un premier temps, on amène l'habitat dans sa totalité. En fait, ça va être un petit habitat. C'est plus une tente qu'un Hilton, si je peux dire. Et en fait, l'idée, c'est en fait d'avoir une base, un compte de base qui vous permet d'aller plus loin. Donc, les astronautes, ils vont arriver sur certaines zones et cet habitat leur permet d'aller plus loin. Et ça serait quelque part la première. Ils pourraient se reposer. Je ne sais pas, ça servira à quoi en fait d'avoir cette petite zone comme ça protégée? Ils pourraient respirer sans leur scaphandre? Ah oui, bien sûr. C'est comme en fait, c'est un habitat gonflable, donc ils rentrent par un sas à l'intérieur et là, ils peuvent se débarrasser de leur scaphandre et ils peuvent rester pendant 2 jours à l'intérieur de cet habitat sans problème, quoi. Et ça serait gonflable, vous dites? Oui. C'est-à-dire que ça arriverait sur Terre, sur la Lune, comme un truc plié, finalement, qu'on gonflerait sur place. C'est ça. Ça arrive sur un véhicule robotisé, donc avec personne à bord, ça arrive tout seul. Et en fait, c'est plié, si vous voulez, et une fois c'est gonflé, il y a un plus gros volume.
il n'y a plus rien à faire. Le fait de le gonfler, c'est bon ? Mais comment on recrée l'oxygène à l'intérieur? Enfin, comment on envoie de l'oxygène? Est-ce que la gravité aussi est respectée? Comment ça marche? Oui, la gravité n'est pas pareille. Donc ça, il faut prendre en compte. C'est une 6e de gravité terrestre. C'est pour ça que les astronautes, ils sautent un peu, voilà, c'est ça. Un peu comme ça. Et ça a un impact sur l'architecture aussi un tout petit peu. Et après, effectivement, il y a un système support vie pour régénérer l'air à l'intérieur que les astronautes vont utiliser. Il faut aussi travailler sur la gestion d'énergie. Ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un habitat qui va être utilisé uniquement 2-3 jours par an. Dans un premier temps. Et en fait, donc nous, on travaille avec des partenaires comme Air Liquide et le CEA sur des piles à combustible régénératifs. Et en fait, c'est des technos qu'on peut faire venir aussi sur Terre pour certaines applications terrestres. Et ça fait un peu partie de notre modèle économique. Oui, on travaille pour fabriquer des maisons sur la Lune, mais en fait, on cherche aussi les technos qui peuvent revenir sur Terre pour... Mais souvent, les technologies spatiales, après, permettent d'améliorer notre quotidien de par les recherches en fait qui ont été mises en place. Oui, il y en a plein d'exemples comme ça. Et ça, c'est un des spin-offs du spatial, si vous voulez. On a parlé de la Lune. Sous l'eau, qu'est-ce que vous imaginez? Même chose, une espèce de coque, de tente qui serait étanche finalement? Oui, effectivement, le projet sur lequel on travaille, c'est un peu cette idée-là, un petit habitat gonflable sous l'eau qui peut servir à plusieurs missions, à plusieurs objectifs. Et on aimerait bien l'installer à Marseille d'ailleurs. Là, vous avez la mer pas loin. Ouais, juste ailleurs. Vous en êtes où dans les développements de tout cela? Ça fait un moment qu'on se connaît. Sparta Space existe depuis combien d'années? On a été créé en 2021. Donc, oui, vous avez 4 ans. Oui, ça fait quelques années déjà. En fait, ça fonctionne, notre société fonctionne, c'est une petite société, une petite structure. On travaille sur des projets assez fabuleux. Mais ça, on a réussi même sans vraiment avoir un investisseur. Donc, en fait, nos investisseurs, c'est des clients. Vous avez testé votre habitat lunaire lors d'une campagne au centre des astronautes européens à Cologne. Oui. C'est vrai? Oui. Oui, Là, ça devait être hyper excitant pour vous, non? Oui, c'était pas mal. En fait, c'est un centre qui s'appelle Luna. C'est à Cologne, où il y a l'agence spatiale, où il y a le centre des astronautes de l'agence spatiale européenne. Et en fait, c'est un grand hall qui est rempli avec un terrain lunaire, donc avec la poussière lunaire, et on a pu mettre notre habitat EuroHAB pendant une semaine à l'intérieur pour tester différents trucs. Donc on a testé le SAS par exemple avec les scaphandres, l'ergonomie, est-ce qu'un astronaute y arrive à rentrer dedans, est-ce qu'il arrive à amener des paquets dedans. On a travaillé sur le système support vie, on a même fait des expériences entre guillemets médicales en liaison avec une équipe qui était ici à Marseille. Donc en fait, on a essayé de différents sous-systèmes qui constituent cet habitat lors de cette campagne. Après, il faut vendre votre solution. C'est ça l'objectif. C'est que je sais pas, c'est peut-être la NASA qui va acheter ce que vous faites. Non. C'est qui alors qui va acheter ça? Elon Musk? Non, je pense pas. Non. On veut proposer une solution européenne. Ouais, mais l'Europe, excusez-moi, mais on va en parler, Peter. C'est pas gagné, c'est pas tout de suite. Aujourd'hui. Clairement. Aujourd'hui, on a pas mal de financements. Alors j'imagine que vous n'êtes pas prêt, mais... On a pas mal de financements côté CNES et aussi côté Agence spatiale européenne. Donc ils commencent à investir quand même dans notre solution. Après, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Il faut aujourd'hui une volonté politique, c'est-à-dire nous aussi en Européens, on va avoir des boots on the moon, si je peux dire comme ça. Et on n'en parle même pas, Peter. On n'en parle même pas. On arrête de respirer quand Ariane 6 décolle, parce que c'est le début, c'est les balbutiements, etc. Quand on voit Starship à côté, waouh, on aura le temps de vieillir, vous et moi, avant de voir un Européen sur la Lune, non? Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y a un gros chemin encore à faire. Non, mais pour votre business, est-ce que c'est louable, votre volonté de souveraineté et de faire confiance en l'Europe, mais est-ce que vous n'allez pas être obligé d'aller voir la Chine, d'aller voir les États-Unis pour proposer votre solution aussi? Non.
Non, nous on reste en Europe, on travaille avec les solutions européennes. Comme je disais, il y a une autre partie du business, c'est que en fait les technologies qu'on développe, on veut les appliquer aussi sur d'autres marchés, donc pas uniquement le spatial. Militaire aussi, ça peut avoir du sens? Militaire, ça peut être aussi militaire, oui, effectivement, il y a des applications. Mais comme je disais, aujourd'hui, j'ai quand même l'espoir qu'il y a un Européen qui va marcher sur la Lune. J'ai quand même, et pas uniquement comme passager, mais qu'il y a aussi des technologies qu'on va amener sur la Lune et qu'on ne regarde pas que les Américains, les Chinois et les Indiens danser sur la Lune pendant que nous, on est en train de manger du popcorn, quoi. Donc, c'est quand même le continent des explorateurs, l'Europe. Donc, quelque part, on a un héritage par rapport à ça. Mais ça passe par une volonté politique. Il nous faut un Kennedy européen, quoi. Exactement. Il y a encore du chemin. Mais c'est vrai, vous avez raison. Merci beaucoup, Peter. Peter Weiss, donc PDG de Spartan Space, pour terminer ce Tech & Co ici à Marseille. Sur le toit du MUSEM, on a été très heureux d'être ici avec vous à l'occasion de ce rendez-vous. C'est la Tech Bébé qui était organisée par BFM Marseille et BFM Business. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien. On sera de retour évidemment dès lundi prochain. Et d'ici là, à très vite. Et merci de nous suivre comme chaque soir en direct à la radio, à la télé, mais aussi en replay bien évidemment et en podcast. À très vite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.